Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show. Et aujourd'hui, on va enregistrer un épisode plutôt rythmé, j'ai envie de dire. La bonne blague de merde du début. Commence très, très bien. Puisqu'aujourd'hui, on interviewe Baumel, aussi connu sous le nom d'Augustin, qui s'est lancé à son compte et est devenu musicien, producteur, interprète, il y a maintenant 4 ans. Et qui va venir nous parler un petit peu de son parcours. Donc bonjour Augustin, comment vas-tu ? Bonjour Jade, bonjour India. Bonjour Augustin. En ce beau dimanche. Ouais. Exactement, pas du tout en gueule de bois. Absolument pas. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu s'il te plaît ? Je m'appelle Augustin, j'ai 25 ans et j'ai lancé un projet qui s'appelle Baumel il y a maintenant 4 ans, qui est un projet de musique électronique. Donc je suis producteur et artiste sur ce même projet. Ok. Et du coup, pour en arriver là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? J'ai commencé la musique le piano, c'était un hobby quand j'avais 7 ans à peu près. J'ai commencé comme ça a toujours été un hobby. J'avais jamais voulu en faire un métier parce que pour moi c'était très loin, c'était impossible d'en vivre. Et j'ai aucun artiste dans ma famille, ça c'est vraiment un milieu très lointain. J'ai fait des études de droit que j'ai abandonnées au bout de un peu plus de 2 ans, car je me suis réveillé à un moment en me disant je n'ai absolument pas envie de faire ça toute ma vie et j'ai surtout envie de tester quelque chose dans la musique. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic où je me suis dit il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si je me mets à fond et que j'arrête jamais de le faire. Je me suis pas du tout dit et j'avais aucune envie de exploser du jour au lendemain et que ça fonctionne très très vite. Je me suis dit s'il faut que ça prenne 10-15 ans, ça prendra 10-15 ans, mais c'est le seul moyen pour que ça fonctionne. Que fonctionne, que mon projet puisse prendre et que je puisse en vivre surtout. C'était forcément un des premiers critères quand tu te lances là-dedans, c'est de pouvoir devenir indépendant par ton art, ce qui est le premier objectif. Et bien sûr le but de tout artiste. Exactement. Évidemment. Mais du coup pour se lancer t'as dû avoir en vrai ça fait hyper peur quand même, ça demande beaucoup de courage de... J'avais tellement envie de le faire. Ouais. Et j'ai grandi aussi dans un cadre social plutôt aisé, ce qui faisait que dans ma tête j'ai jamais eu l'impression de prendre un gros risque. Personne ne dépendait de moi, j'avais pas de loyer à payer à ce moment-là, je vivais encore chez mes parents. Et donc ils ont été top, ils m'ont soutenu, mais pour moi justement ça allait être ma question, comment tes parents ont réagi Bon, au début c'est compliqué. Ouais. Au début ils ont des parcours très classiques. J'ai une mère qui a un parcours extrêmement classique. Donc quand tu lui dis je quitte le droit et je vais faire du piano et je n'ai aucun plan pour l'instant. Dans les pommes. T'as pas énormément d'arguments pour la convaincre, donc ça peut devenir assez conflictuel très rapidement. Mais on a eu un deal avec eux où j'aurais dit vous me laissez 1 an. Je m'y mets à fond. Si au bout d'1 an il se passe rien, je reprends les études et tant pis. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'au bout d'1 an, j'ai rencontré mon label Triple Double, qui m'a repéré sur Instagram et avec lequel j'ai construit ce projet depuis 4 ans. Et j'ai eu énormément de chance de tomber sur eux parce que en fait un projet artistique c'est un projet entrepreneurial. C'est littéralement pour moi c'est comme monter une boîte. T'as les mêmes problématiques. Tu dois avoir un business plan. Tu vas avoir des gens qu'il va falloir nourrir aussi à un moment parce que ils travaillent sur ton projet, donc il faut pouvoir les rémunérer. Donc c'est trouver cet équilibre entre un art que tu vends et qui est quelque chose de très abstrait et absolument pas palpable, en tout cas dans la création, et quelque chose de très carré avec des fiches de paye à faire à la fin du mois, quoi. Donc tes études de droit sont utiles finalement. Elles m'ont beaucoup aidé au début. Parce que tu t'es vite confronté à des gros contrats. Ouais, ça m'étonne pas. Et quand t'arrives dans cette industrie, t'as entendu plein d'histoires de gens qui se sont fait avoir, de gens qui ont... C'est ouf. Exact, pas du tout été assez vigilants. Donc moi ça m'a beaucoup aidé puisque je me suis senti très à l'aise très vite, que ce soit dans les réunions avec des labels, que ce soit dans les négociations ou dans les différents types de contrats, parce que peut-être qu'on en parlera plus tard, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc le droit m'a beaucoup aidé. Ouais. Et quand tu disais que t'étais le seul de ta famille, enfin que personne de ta famille n'avait déjà été dans la musique, comment tu fais justement pour te lancer à ce moment-là quand t'as pas de contact, que... Les réseaux. Et Instagram. les réseaux, c'est on peut avoir ce débat éternel sur le bien ou pas bien, mais c'est aujourd'hui une force de frappe incroyable parce que ça permet de pouvoir contacter directement des gens et surtout Ariane en parlait la dernière fois, c'est que t'as une carte blanche totale.
sur ce que tu as envie de faire et l'image que tu veux créer et le projet que tu veux créer. Et donc au bout d'un an, t'as signé avec un label. Mais pourquoi Baumel? Ça vient d'où ce nom? On a essayé de chercher. Ouais. Et moi je me je suis l'ai pas. dit Verlan, Melbo, mais après je me suis dit non. Oh, non. Baumel, pourquoi Baumel? C'était une maison de famille qu'on avait dans le Luberon Pas mal. à l'époque. Oh, c'est mignon, symbolique. C'était une maison de famille du côté de ma mère, qui est restée dans la famille des dizaines d'années, voire peut-être des siècles, et qui a été revendue il y a une quinzaine d'années. Ça a été un petit drame dans la famille. Ouais. Et donc c'est ma mère qui avait trouvé le nom. Pas mal. J'ai mis 6 mois à trouver un nom, et à un moment elle m'a dit pourquoi pas Baumel. Et ça sonne bien. Pas mal. Ouais, Ça c'est sonne vrai que bien, ça se prononce bien à l'international. C'est grave. assez graphique. Ouais, vraiment. Ouais, t'es content. Ouais, ça te va bien, ça te va bien. Ça fonctionne bien. Court, très bien. Ouais. Ouais. Et donc, comment tu t'es dit, genre, là, je commence? C'est quand quelqu'un a répondu à ton post Instagram, c'est quand t'as écrit un message. Tu t'es dit, bon, bah là, c'est bon, je suis plus dans le droit, je suis musicien maintenant. Le premier déclic, c'est un moment où je travaillais des galops d'essai. Et j'ai une amie avec qui je révisais qui me dit t'arrive jamais de te réveiller le matin et de pas comprendre pourquoi tu fais ça et de te dire je suis pas à ma place. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis vraiment dit, ça fait 6 mois que tous les matins, je me pose cette question de pourquoi je fais ça. J'arrivais pas à me projeter, en fait. J'arrivais pas du tout à être motivé et à avoir de l'ambition dans ce que je faisais. Donc à ce moment-là, ça a été instantané en termes de prise de décision. Tu parles de ton école de droit? Bah, quand je me suis lancé dans la quand musique. tu t'es lancé. Ouais. Ouais, Et quand est-ce que du coup t'as été repéré? C'est quand t'as posté plusieurs vidéos au bout d'un an, etc. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, qui t'a contacté? C'est ton label d'aujourd'hui? C'est Jules, mon manager, qui est un des cofondateurs du label Triple Double, qui m'a écrit un message, et le message est top parce que c'est vraiment ça montre à quel point le mec a une bonne vision, mais c'est absolument pas le message que t'envoies à quelqu'un si tu veux le faire venir chez toi. Il m'a dit on suit ton projet, les idées musicales sont très bonnes, techniquement tu es nul, donc on aimerait que tu viennes chez nous et comme ça on va te faire bosser avec des artistes pour te faire progresser. Et en fait j'ai trouvé cette approche top parce que c'était littéralement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et j'avais un autre label avec qui j'étais en discussion et qui avait le discours complètement opposé de on va te faire de toi une star, dans 6 mois tu tournes à l'international. C'est pas la bonne manière. Bah si, ça en fait rêver, ça en fait rêver tellement. Ça en fait rêver, mais c'est ça peut faire rêver. Et sauf que moi j'ai préféré l'approche de Jules parce que je me suis dit c'est sincère aussi. Et surtout c'est ce dont j'ai besoin parce que j'avais la lucidité de me dire en vrai oui je suis nul parce qu'on est tous nuls au début, c'est un fait. Et non mais surtout parce que lui il a su pinpointer là où t'avais tes faiblesses direct. Exactement. Et que tu savais. Et du coup, il savait te faire. Exactement. Et puis il y a un critère humain aussi où dès le début, je me suis très très bien entendu avec lui et je fais ce métier la chance que j'ai en faisant ce métier, c'est de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille. Et ça, c'est un luxe immense. Ouais, de ouf. J'ai pas à m'imposer des partenaires, j'ai pas à m'imposer des associés sur ce projet avec qui je ne m'entends pas. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le meilleur moyen de faire quelque chose de cool, c'est de le faire avec des gens avec qui tu t'entends bien. Parce que tu vas arriver à des moments, comme quand tu montes une boîte, où tu vas avoir des conflits, il va y avoir une vision différente, et si t'as pas une relation assez solide pour pouvoir se dire les choses quand ça va pas, t'es foutu. C'est impossible de s'en sortir. Et même on en parle tout le temps, hein. Non, à quel point c'est important les liens, même dans une boîte, quand tu passes en entreprise, t'as la flemme d'aller au bureau quand t'es avec des gens. Complet. Non, ça change tout. Ouais. Et moi je regardais tout le temps tes vidéos Insta, j'étais vraiment genre impressionnée parce qu'en fait, je sais pas si nos auditeurs ont vu ou pas ton Insta. Au début, tu mettais des vidéos où tu faisais un peu de piano, t'avais une table de mixage, tu chantais et tu faisais plein de trucs mais genre complètement loufoque et bam, tu assemblais tout, ça faisait une musique. Je me demandais mais genre d'où ça vient un peu cette inspiration que t'as une oreille musicale qui est dingue. Comment t'arrives à tout mettre en simple? Non mais pour créer c'est un truc de ouf. Et surtout l'énergie. Ouais. Genre est-ce que tu prends de la coke, tu vois? Les premiers extraits Instagram que moi j'ai composés, il y avait un biais visuel. Ouais. Il y a toujours eu un biais visuel. J'ai souvent eu un biais visuel parce que j'adore le live, j'adore la scène. On discutait un peu tout à l'heure. Je réfléchis parfois trop à comment un son va rendre sur scène et comment je vais pouvoir le défendre sur scène. Donc à l'époque, j'avais pas de scène, donc la seule scène c'était ma petite chambre et mon studio. Et donc je me suis dit, quand je scrolle sur Instagram, au bout de 2 secondes, si le contenu me plaît pas, je swipe. Donc il fallait taper dans le mille dès le début où visuellement il se passe quelque chose et que les gens associent un son avec un geste.
Donc je jouais aussi de manière très ample parce que je voulais que t'accroches pas l'auditeur mais du coup le spectateur très rapidement. Et ensuite, ça c'est aussi un de mes grands problèmes, c'est que j'aime bien toucher à tout, faire plein de choses. Et donc au début, je mettais mes 12 instruments qui avaient rien à voir ensemble et j'essayais d'en faire un morceau. Et il y avait des morceaux dans tous les styles, ça partait en cacahuète. Et je les ai jamais sortis, ces morceaux d'ailleurs. C'est des morceaux, il y en a qui ont des centaines de milliers de vues. Je les ai jamais sortis parce que pour moi, ils marchent en format 25 secondes. Okay. C'est pas des chansons, c'est pas des morceaux. C'était pendant le confinement que tu faisais beaucoup de live musique et tout. Moi, j'ai remercié le confinement grandement. J'ai arrêté juste avant et j'ai eu 6 mois en fait pour. Tout était en stand-by, tout le monde était en pause. J'ai eu 6 mois pour travailler mon projet, essayer de créer une image. Je me souviens tellement de tes lives en fait pendant le confinement. Ouais, je faisais des petits lives aussi sur Instagram. Tu t'enjaillais tout seul dans ta chambre du coup. C'était un truc de ouf. Le mec avait 12 000 instruments dans sa chambre. J'en ai qu'est-ce qu'il fait? Bam bam bam, il se levait, il jouait. Non mais. Il mettait pause, après il remettait une musique. Non mais c'est un truc de ouf. Je m'éclatais. Je prenais un plaisir. Je faisais ça tous les dimanches, je crois, à 20h. Ouais. Et donc pendant le confinement, c'était un peu le rendez-vous hebdomadaire pour les gens qui étaient tout seuls chez eux. Non, on va regarder l'autre Gus en train de faire le con pendant 1 heure et on va prendre une bière devant. C'était un peu ça. Ouais, c'est pas mal. Et tout c'est fou à quel point toi, une fois que t'es à fond dedans, à quel point les gens te suivent en fait. Tu vois, parce que vraiment tu dégages une certaine énergie. T'étais vraiment tu dégages une énergie. T'es pas juste là sur ta table de mixage hyper statique, tu sais, à faire genre bon ok machin. Vraiment tu vis ta musique. Je m'éclate. Mais parce que tu kiffes ce que tu fais, tu t'éclates. C'est vraiment ça. Et un projet de musique se défend énormément par le live. Aujourd'hui, c'est un conseil que je donne. On me pose souvent la question des artistes qui vraiment se lancent et débutent et essayent de comprendre un peu comment ils peuvent réussir dans ce métier, et ça se défend par le live parce que tu n'engageras jamais autant une personne qu'en jouant devant elle et en essayant de la convaincre que ta musique est bonne, que ton projet est bon, et en lui faisant ressentir quelque chose de physique. Tu la convaincras jamais que par une vidéo Instagram par exemple. Et donc tu fais des concerts devant 30 personnes au début, mais si sur les 30 t'en as convaincu 3, ces 3 vont ramener 2 potes à ton prochain concert, et en fait c'est que comme ça que ça fonctionne. Et sauf que c'est des gens qui vont venir te voir en concert, vont payer des tickets, vont acheter du merch, et donc vont pouvoir continuer à alimenter le business plan de ton projet. Tout à l'heure, tu nous disais que du coup, pendant tes lives, ça partait un peu en steak. Tu vois, tu lâchais plein de sons différents, et vraiment, tu touchais un peu à tout. T'as un style de musique un peu particulier, mais en vrai. Sur les premiers, il n'y avait pas de direction artistique, il n'y avait pas de fil rouge, ça partait dans tous les sens. Et en fait, du coup, l'inspiration était très instantanée. Toutes les vidéos que je faisais, je les composais entre guillemets quasiment sur le moment, parce que 40 minutes avant. Mais il fallait que ce soit c'était instantané, c'est ça aussi qui fonctionnait. Mais donc je me laissais juste porter par cette mélodie, elle me plaît, ce son là me plaît, ce synthé là me plaît. Je les mettais ensemble et je me posais aucune question. T'as une oreille musicale de dingue en fait. J'ai une oreille qui est relative. Il y a l'oreille absolue et l'oreille relative. L'oreille absolue, ouais. L'oreille absolue, c'est tu entends donc dans l'absolu les notes. C'est inné, tu vois. C'est un truc qui me passionne, mais qui est aussi, je pense, très handicapant, parce que si t'entends quelque chose qui est un tout petit peu faux, je pense que ça te titille un peu au fond de toi, donc ça doit être assez désagréable. Moi, c'est une oreille relative, c'est que si tu me donnes une note, je peux te trouver toutes les autres par intervalle. Donc en fait à force, je me rappelle que un do va être cette note-là parce que j'ai un morceau dans ma tête qui est en do, on va dire, et je me rappelle de ce morceau. Ça peut être n'importe quel morceau, un morceau que t'écoutes depuis tout petit. En fait, tu le rechantes, tu chantes sur la bonne tonalité parce que tu l'as écouté 2000 fois dans ta vie. Et moi en fait, je vais piocher dans ma mémoire des notes pour ensuite retrouver les intervalles. Putain, c'est énorme. Mais t'as moi ce que je voulais dire par inspiration, c'est est-ce que t'as des artistes que t'admires depuis que t'es petit et qui du coup inspirent ta musique? Énormément d'artistes dans tous les styles différents. Quand j'étais petit, j'étais extrêmement touché par les musiques de films. Okay. Un truc qui m'a matrixé parce que c'était vraiment des morceaux, quand je le voyais à l'écran au cinéma, ça me touchait, me faisait ressentir des émotions de dingue. Je suis un grand fan de pop. Des pop américaines. Lady Gaga. Très client. Mais là, tu vois, en ce moment, c'est Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo. C'est en non-stop. Je suis allé au concert d'Olivia Rodrigo. C'était exceptionnel. Pas mal. Ah ouais, t'étais avec toutes les meufs de 16 ans. Je suis une groupie. Je me fondais dans la masse, hein. J'avais la DA, j'avais le merch, j'étais vraiment avec elle. Et, elles sont trop fortes, hein. Parce que je trouve que t'as du bon et de l'inspirant dans
tout style de musique, mais c'est vrai que plus ça avance, plus je vois que les longs morceaux, les morceaux un peu plus émotions sont ceux qui sont de plus en plus en train de me toucher et que j'ai de plus en plus envie de ramener dans mon projet. Ok. Donc commencer à lier la musique électronique avec un style de musique beaucoup plus musical, doux et qui essaye de titiller un peu plus d'émotion chez les gens. Parce que là, du coup, si on te croise dans la rue avec tes écouteurs, forcément, t'écoutes Good For You d'Olivia Rodrigo. J'étais en train d'écouter Olivia Rodrigo sur mon vélo en arrivant. Révèle pas tes secrets. C'était Traitor. Elle est top. Énorme. Mais du coup, maintenant que t'es dans un label, comment ça se passe un peu la production d'une musique? Genre, eux te donnent une DA, ou est-ce que t'es complètement libre et tu dis, bon, bah là, dans 6 mois, je veux lancer une musique? Non, comment ça se passe? C'est la grande question, ça a été le grand sujet et le dilemme depuis 3 ans. C'est que vu que je touche à tout, c'est dur de trouver une DA et en fait, c'est dur de vendre un projet si t'as pas de DA. Parce que c'est dur de t'identifier. Du coup, tu vas toucher plein de gens, mais tu vas les toucher qu'un petit peu. Donc tu peux avoir 100 millions de fans sur Spotify, mais c'est pas des mecs qui vont venir t'écouter en concert, c'est pas des mecs qui vont venir te voir. Donc nous, en parallèle, on a essayé de développer le live depuis le début parce que j'adore ça et que c'était le meilleur moyen d'aller récupérer des gens et de créer un engagement. Mais sur la question de la direction artistique, c'est la première fois où aujourd'hui, je vais me laisser une liberté totale. J'ai eu un problème pendant 3 ans, c'est que j'ai eu un grand biais, vu que ça a décollé. Ça a pas énormément décollé, mais ça a vite marché. J'ai vite pu en vivre en faisant des tournées. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu un grand biais je réfléchissais trop à comment un morceau allait rendre et comment un morceau allait être accueilli ensuite par les gens. Et je me concentrais plus du tout sur l'instant présent en studio que j'avais au tout début sur mes petites vidéos, justement. Là, j'ai eu une page blanche à un moment de 9 mois où j'ai pas pu finir une démo pendant 9 mois. C'était horrible et c'était une torture parce que, en plus, c'est un cercle vicieux. Parce qu'après, tu te remets en studio, t'as quand même envie de faire de la musique et tu te dis, bon, ça fait 6 mois que j'ai rien sorti, il faudrait peut-être revenir avec un tube. Voilà, c'est fini, il se passera rien, tu sortiras rien. Parce que si tu prends pas de plaisir à faire ce qui, toi, te fait kiffer à un instant T, c'est foutu. Et donc là, on est en train de travailler, justement, on a plein de démos pour le prochain album et on est en train de travailler l'ADA de cet album et donc on trouve un concept, donc ça va du nom à l'esprit qu'on a envie de dégager avec ce projet. Et c'est énorme. Ce qui est cool, c'est que là, du coup, on a un vrai concept. On a quelque chose, on a un fil rouge. Une fois que t'as un fil rouge, tu t'en fous, tu peux aller où tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et même musicalement, ça te laisse beaucoup plus de liberté. Mais si tu suis ce fil rouge au sein de toi, là, c'est la liberté de la création, c'est dans la contrainte. En fait, c'est ça. Et une fois que t'as vraiment compris ça, plus t'as de contraintes, plus t'es obligé d'être créatif. Un mec qui va devoir faire, c'est Pharrell Williams, qui lui sur sur tous ses premiers projets, si je dis pas de bêtises, il utilisait que 2 instruments. Sur tous les projets et tous les morceaux qu'il composait pour des gens, il disait mon secret c'est que j'utilise que 2 instruments. Donc t'es obligé en fait de te creuser la tête et de faire des trucs qui te font kiffer, mais tu peux pas te perdre. Donc t'as beaucoup plus d'âme dans ce que tu fais. Parce que tu vas toucher des boutons, tu vas essayer, tu t'amuses en fait, t'es vraiment dans le jeu. Et à la base, c'est ça, c'est jouer, c'est faire de la musique, c'est jouer de la musique. Mais c'est surtout faire une musique qui te ressemble et qui te tient à cœur, tu vois. C'est pas une musique, qui va plaire aux autres, mais t'as quand même envie de rester dans ta DA personnelle qui a fait naître ton projet aussi. Exactement. Et c'est le problème, je pense, de plein de jeunes artistes qui se lancent et qui ont envie de toucher un maximum de gens dès le début et donc qui se perdent et t'as des projets, du coup, qui ont moins d'âme, quoi. Mais c'est énorme parce que moi dans mon école de théâtre, donc moi forcément c'est pour c'est pour jouer la comédie et faire du théâtre, mais on nous dit que si on se met trop de pression et qu'on trouve plus le côté de l'amusement du jeu, on sera pas, t'es pas bon comédien. Exact. Si jamais tu te dis genre putain il faut que je fasse un truc de malade et tout, en fait tu te mets trop de pression et du coup t'as plus de place pour la créativité en fait. Exact. C'est ça. T'as trop de stress. En fait mais les métiers artistiques et c'est pour moi j'adore ce métier parce qu'il m'a fait grandir sur les 4 dernières années comme rarement dans ma vie. C'est que c'est des métiers d'introspection dans le sens où t'es obligé de faire un travail profond sur toi pour avoir cet équilibre entre il faut en vivre, c'est un métier, c'est un projet, donc il faut être très carré à ce niveau-là, mais il faut que tu laisses une part d'amusement, fun et de jeu qui est vitale, déjà pour ta santé mentale et pour le bon déroulement de ton projet. Et c'est ça, c'est des métiers d'introspection. Et tu grandis tellement vite
quand tu fais ces tafs-là. Et c'est moi, dur d'introspecter en vrai. Hein. Bah, c'est horrible. C'est un taf énorme en vrai de savoir ce que tu veux et où est-ce que tu veux aller, tu vois. C'est ça. Et surtout, enfin, t'accepter. Et là, on entre dans des questions beaucoup plus psychologiques, mais t'es obligé de passer par là. Et les artistes qui fonctionnent pas ou alors qui échouent à un moment ou abandonnent, lâchent et vrillent, c'est parce que ils ont pas ils arrivent plus à tenir, parce qu'ils se torturent eux-mêmes justement avec une pression de dingue, et ils arrivent pas à trouver cet équilibre. Il y a une notion d'équilibre qui est vitale dans un métier artistique, selon moi. Ouais, ça c'est sûr. Non, je suis entièrement d'accord. Et sur un autre sujet, maintenant tu commences aussi à bosser avec des artistes un peu plus connus, qui sont un peu plus vieux aussi, je pense. Ouais. Et notamment Bel Air et Synapson. Exact. Et comment t'as tu les as rencontrés ? Synapson, on ne dira pas qu'il est plus vieux. Ah ouais ? Il aime pas. Et comment est-ce que tu les as rencontrés et comment est-ce que vous avez commencé à bosser ensemble, quoi ? Bel Air, je l'ai rencontré, donc il était dans le label qui m'a signé il y a 3 ans, donc j'ai tout de suite travaillé avec lui et un autre producteur qui s'appelle Georges, qui est un peu le gourou derrière Bel Air et moi depuis 3 ans. C'est on a des idées musicales, on a des démos et on passe toujours une session avec Georges parce que techniquement il est bien plus fort que nous. Il y a un travail d'ingénierie du son que nous on maîtrise beaucoup moins. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec ces gens-là et j'ai rencontré Synapson il y a 1 an parce qu'il était tombé sur une vidéo d'un de mes concerts et il avait adoré un morceau que je jouais en live mais que j'avais pas sorti. C'était juste un morceau que je jouais en live. Et donc vu qu'on a le même agent, on est chez la même agence pour la partie live, la partie tournée, il a envoyé un mail à un tel, qui a envoyé un mail à un tel, qui a contacté mon manager. Mon manager m'a dit c'est simple, tu vas lui envoyer un message sur Insta et tu vas lui envoyer toi-même le morceau, quoi. Et donc on s'est rencontrés, on a fait un morceau ensemble et on s'est tellement bien entendu parce que au moment où je le rencontre, je suis en train de sortir de ma phase très compliquée de trop de pression, page blanche, je me torture, je sais plus ce que je fais, tu commences à tout remettre en question. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais continuer la musique? Est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie? À ce moment-là, t'as plus aucun repère, plus aucune base et t'as juste envie de tout lâcher. Donc au moment où je le rencontre, je sors de ça et lui a 15 ans de carrière dans les pattes. Donc en termes de discussion, ça devient très intéressant parce que toutes les questions que je me posais, il avait la réponse ou alors on approfondissait énormément. Donc ça a été un soutien de dingue. C'est une personne qui humainement est fantastique et j'ai un respect, une admiration pour lui. Et c'est inspirant pour toi aussi. C'est extrêmement inspirant. Ouais. Mais moi j'aimerais énormément lui ressembler dans 10-15 ans. J'aimerais vraiment avoir la même mentalité, la même approche que ce gars. Il est heureux, quoi. Et artistiquement, vous avez bien matché? De ouf. Ouais. On a des influences disco, funk très proches, on adore ça. C'est trop cool. Génial. Et c'est un pianiste aussi à la base, donc on s'est aussi beaucoup retrouvés dans le jeu et c'est un mec qui adore la scène et dès le début, la première session studio, au bout de 20 minutes, on jouait ensemble et je lui ai proposé de venir jouer du coup à la Cigale et c'était lunaire pour moi qu'un artiste aussi gros accepte, mais c'était tellement naturel. Je me suis dit, c'est ouf. En fait, là on s'amuse comme des gosses en studio, viens, on refait la même chose sur scène. Ouais, parce que du coup c'était en avril, je crois. C'était février. Ouais, putain, c'est ça. Aucune notion du temps, la meuf. Non, c'était en février, donc t'avais fait ton premier gros concert à la Cigale. Ouais. Moi, j'y étais avec des potes. D'ailleurs, on a adoré. Merci. Vous avez vraiment mis le feu à la scène. Et du coup, ça fait quoi de se dire, en fait, là, je remplis la Cigale et il y a des gens qui viennent me voir. C'est un truc de ouf. Jouer sur scène. J'ai mis 48 heures un peu à redescendre Mais j'imagine un stress. De ce concert. En fait, le plus grand stress, c'est parce que t'as tes potes et ta mif. Bah oui. Il y a que des gens, sur les 1000 personnes, il y en a bien 200, tu les connais de près ou de loin parce que c'est potes de potes ou alors c'est ta mif et puis moi ma mère elle a appelé sa tante, sa cousine, il y avait tout le monde. Et donc c'est ça qui est très stressant parce que en plus je sortais de cette période très compliquée. Et on arrive en septembre, je rencontre Synapson et là j'ai 4 mois pour sortir un album et préparer le plus gros concert et le plus gros show qu'on ait jamais préparé. Et on n'avait rien. Mais j'étais revenu en septembre j'avais fait une pause du coup en me disant là on se fait kiffer pendant 4 mois. On s'en fout du résultat. Le concert sera peut-être top, le concert sera peut-être nul. Juste, on se fait kiffer parce que si on se met la pression, on n'arrivera à rien. C'est la règle que je me suis imposée. C'est si maintenant je me mets la pression, c'est fini. Je sais que je vais faire de la merde. Donc, autant se détendre et même faire des pauses. C'est très important de faire des pauses à certains moments. Et donc, la préparation de ce concert a été top.
J'ai adoré et Synapson, un invité guest qui débarque sur la scène, vous deux en train de jouer sur le piano. En vrai, tu dois t'entendre, mais je fais quoi? génial. Je suis où? C'est un truc de ouf. C'était génial. Et humainement, parce que un concert, c'est les gens sur scène et moi, il y a 15 personnes qui ont travaillé sur ce concert pendant 4 mois. Les ingés son, les ingés lumière, toute mon équipe du label. Donc c'est vraiment une aventure humaine qui se joue sur 1h30. À la fin, c'est 4 mois de préparation et 1h30 de kiff où tout peut être top, où tout peut foirer aussi. C'est énorme. Mais en tout cas, ouais, ça avait l'air trop stylé votre concert. Et justement, tu nous parlais de tournée. Quand t'es un artiste, un peu le Graal, tu te dis, mais je vais faire une tournée. Enfin, tu te dis quand tu fais une tournée, ok, là j'ai vraiment percé. Mais comment ça se passe du coup de faire une tournée? Comment t'organises une tournée? Comment tu cales tes dates? Ça, c'est avec ton label? C'est avec le tourneur. Donc c'est avec l'agence qui gère toute cette partie-là, toute la partie logistique et trouver les dates. Et en fait, t'as 2 types de concerts. T'as les concerts en festival où là on te paye pour venir. Et tu as les concerts, et donc toi tu dépenses rien, c'est pas toi qui produis la scène. Tu viens avec ton équipe, moi je viens avec mes ingé sons, c'est top. Ouais, en plus c'est le festival, c'est la saison été, il fait beau, on joue dans les endroits top. Tu bois une bière après. Moi j'adore ça, vraiment. Et tu rencontres plein de gens aussi. Ouais, c'est vrai, c'est des lieux où tu fais que rencontrer des personnes, mais de tout horizon différent. C'est du mec qui installe la scène depuis une semaine. Parfois t'es dans des festivals où le gars est venu avec son tracteur le matin, au gars qui est patron d'un énorme label et qui vient repérer des artistes et tout le monde se retrouve au même endroit. Vraiment j'adore cette ambiance. Et tu as les concerts du coup ce qu'on appelle en hard ticket, où c'est des concerts que toi tu produis. Donc tu vends des tickets, tu vas prendre de l'argent sur ces tickets. En revanche, la salle tu la loues, la préparation c'est toi qui la payes, les guests c'est toi qui les payes. Si jamais tu payes tes guests, l'équipe technique, les ingé sons, la lumière, etc. La com, tu vois, la com d'un festival, c'est pas toi qui. Ça coûte cher de faire un concert. Ça coûte très cher. Ok. Ouais, ça plus le concert est gros, plus ça coûte cher. Et donc ensuite, tu peux faire des tournées de festivals ou des tournées de concerts en hard ticket. Donc là, à chaque fois, tu vas louer la salle et prendre de l'argent dessus. Sauf que ça devient rentable si t'en fais plein. Et ça, c'est une expérience de ouf, j'imagine. C'est ouf. Comment est-ce qu'un musicien, un interprète se rémunère? Parce que maintenant, avec toutes les plateformes de streaming et tout... T'as 1000 manières différentes. Ouais, t'as 1000 Dans les sources de revenus, tu vas avoir... je parle en France. Donc t'as les plateformes de streaming qui te rémunèrent par nombre de streams. Mais il te faut un minimum, non? Il te faut non, en fait non, il te faut pas un minimum, c'est 0,0021 centimes je crois par 1 million de streams, ça génère 4000 balles à peu près. OK. Faut les avoir les 1 million quand même hein. Ouais. Ah ouais hein. Donc les plateformes de stream et ça génère 4000 €. Donc si t'es artiste indépendant et que tu touches tout sur ton million de stream, tu vas prendre 4000 € brut. Si t'as un éditeur, si t'as un label, si t'as un producteur, si t'as un manager, et surtout quand tu fais un morceau, t'es rarement seul dans le morceau à la fin. C'est très rare qu'il y ait un morceau où tu sois complètement seul à la production, à l'écriture, à l'interprétation. Moi, si j'ai un morceau, par exemple, une démo que j'aime beaucoup, mais je sens que mon refrain est pas assez bon, je vais appeler des potes que je connais. T'as des gens qui sont très forts pour trouver des refrains. T'as des gens qui sont très forts pour faire des structures. T'as des gens qui sont très forts pour trouver des couplets. D'autres pour avoir une vision et essayer de créer un fil rouge sur un projet. Donc, c'est là aussi où il faut très bien s'entourer et comprendre toi tes faiblesses et là où les gens peuvent t'aider. Mais donc si je fais appel à un mec pour écrire mon refrain, il va prendre des parts de ce morceau. Donc à la fin sur les 4000 € générés, il reste pas grand chose. Tu as la SACEM en France qui rémunère aussi. Donc t'as une partie qui est rémunérée de droits d'auteur qui vient aussi des plateformes parce que ton morceau passe sur les plateformes. Mais si ton morceau passe dans des restaurants, dans un festival, si quelqu'un joue ton morceau en concert, si quelqu'un joue ton morceau en boîte, c'est des droits d'auteur. Et en France, on a un système qui est assez dingue et assez bien protégé là-dessus. C'est cool ça. Où la SACEM fait un taf à monstre pour aller récupérer des droits parce que aussi dans les autres pays. Donc, et sauf que c'est un boulot. C'est différent dans les autres pays et tout. T'as à peu près, t'as une SACEM par pays. Je crois qu'aux États-Unis, ils en ont peut-être 2 ou 3 parce que forcément le territoire est plus grand. Mais donc les SACEM communiquent entre elles. En gros, disent voilà, lui il est passé à cet endroit-là. C'est ouf, en vrai. Faut qu'il récupère cet argent. C'est génial. Voilà. Et tu as aussi des synchronisations. C'est si tu fais des musiques de pub. Ah, pas mal ça. Ouais, ça c'est un très très bon business plan. T'as des gens qui font que ça. Ah ouais, je sais. Il y a des grosses boîtes de musique de pub pour le coup. Énormes boîtes de musique de pub. T'as des gros budgets. Moi je les connais pas très bien. C'est notre label qui s'occupe de mettre en lien nos démos avec. Et t'as déjà fait toi une musique de pub du coup? J'ai fait déjà quelques pubs. J'avais fait une pub pour des rollers.
C'est énorme en vrai. J'avais fait. C'est nickel. Je crois que T'as joué dedans aussi? Non, non, ça c'est mort. Ça. L'acteur sur les rollers. Surtout, je pense que le roller est vraiment un sport que je maîtrise absolument pas. Mon corps me gêne sur des rollers, donc. C'est vrai que c'est une bonne source de revenus, je pense, de faire de la pub. C'est très très bien, mais c'est aussi très compétitif. T'as énormément de gens qui veulent le faire, peu de demandes entre guillemets. Et après, tu as dernière source de revenus, c'est les concerts. Ouais. En tant qu'artiste, en France, on a ce qu'on appelle l'intermittence. Moi, je suis intermittent du spectacle aujourd'hui, qui est un système de dingue. Mais vraiment c'est ouf, c'est l'exception culturelle française et ce qui fait que pour être intermittent, il faut que tu fasses un minimum de concerts par an. Tu dois faire 43 cachets. Ouais, c'est les cachets. Concerts. Ouais, exactement. Okay. Non, c'est ouf. Bah en tout cas, merci pour le petit panel de comment gagner de l'argent quand tu es musicien, ça va en intéresser plus d'un, je pense. Ouais, vraiment. Mais donc toi aujourd'hui Baumel, tu peux dire que tu marches bien, je pense. Ouais. Donc ça c'est j'en vis, donc c'est ouf. À partir de ce moment-là. Et on aime bien poser une question qui est où est-ce que toi tu te vois dans 5 ans? C'est une très bonne question. En tant qu'Augustin et en tant que Baumel. En tant qu'artiste pour l'instant. En tant qu'Augustin, j'aimerais continuer sur ma lancée de trouver cet équilibre entre ma vie et mon projet, et que tout ce que j'ai appris sur les 4 dernières années en fait me serve vraiment, et que ce soit pas quelque chose que je me dise et que j'aime raconter, et que en fait dès que ça commence à être un peu compliqué, tu baisses les bras et tu vrilles. Donc ça, sur le plan personnel, j'ai pas hâte, mais la prochaine passe qui sera un petit peu plus compliquée, je suis très curieux de savoir comment je vais la gérer. Mais du coup, j'aimerais pouvoir appliquer tout ce que j'ai appris là. Et sur le projet, c'est une très bonne question. Là, je suis sur l'écriture d'un album, et j'ai vraiment envie de pouvoir commencer à faire une musique qui, pour moi, me ressemble beaucoup plus. Pas que ce que j'ai fait me ressemble pas, c'est juste que j'ai testé plein de choses. Et là, j'ai vraiment envie de pouvoir incarner mon projet beaucoup plus que ce qui n'a été le cas sur les 3 dernières années. Yeah. Donc, mais sinon, où je me vois, c'est ça y est, on verra la vie en décidera. Là, en ce moment, on est en train de faire un concept de dîner-concert avec mon label. Dans 5 ans, je serai peut-être présentateur d'une émission télé, je serai peut-être chef de resto, j'aurai peut-être un hôtel, je serai peut-être dans une tournée internationale. J'ai aucune idée. Tout ce que je veux faire, c'est que dans 5 ans, je sois toujours hypé et motivé par les projets que je fais. Et au début de l'épisode, tu nous donnais conseils, mais je me demandais si tu avais encore d'autres conseils à donner aux jeunes, du coup, qui voulaient se lancer un peu dans dans l'artistique. Il faut se dire que si tu fais ça, donc c'est le principal, c'est d'être patient. Si tu fais ça, tu te lances dans un projet entrepreneurial, donc il faut y aller. Voilà. C'est un projet entrepreneurial. C'est le même principe que de monter une boîte. Sauf que le produit que tu vends, c'est ta gueule et ta musique. Mais sur tout le reste, c'est exactement la même chose. Donc, il faut que tu aies à peu près cette approche dans la rigueur que tu vas mettre. Il faut aussi te dire que si tu choisis ce métier, c'est justement pour pas faire un métier classique, et que t'as pas envie de te réveiller, d'aller au bureau, t'as pas envie d'être dans quelque chose de très rigoureux. Et si tu enlèves tout le fun de la musique, tu vas aussi te mettre une balle dans le pied. Donc c'est trouver cet équilibre entre rigueur, implication, et en même temps, t'es vraiment là pour te faire kiffer, parce que sinon, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Il y a pas un artiste qui a explosé en faisant une musique qu'il aimait pas. Ça n'existe. Je me fais chier là. C'est vrai, ça n'existe pas. Et c'est une musique que tu pourras pas défendre auprès des gens. C'est une musique que tu auras même pas envie de faire écouter aux gens. C'est une musique que tu vas même pas pouvoir défendre en live. Donc, tu dois vraiment trouver cet équilibre entre, tu te lances dans un métier qui va être compliqué, tu te lances dans un métier qui est sublime parce que tu vas énormément apprendre sur toi-même et tu vas grandir beaucoup plus vite que tout le monde, et c'est des cartes que tu vas pouvoir réutiliser toute ta vie, et ça, je pense que c'est un immense cadeau. En revanche, tu es obligé d'en chier un moment, mais si tu es prêt à passer par là et que tu l'acceptes, tu vas avoir une très belle vie. En tout cas, c'est assez inspirant. Enfin, grâce à ton oreille relative, tu as un métier, tu as réussi à abandonner à lâcher tes études et à en vivre, et c'était un épisode, je trouve, très inspirant. Merci. Donc, franchement, on te souhaite d'aller hyper loin. On va aller à plein de concerts de Baumel. Les auditeurs qui nous écoutent,
allez-y. C'est Ouais, un artiste qu'il faut voir foncez. sur scène parce que le plus important, comme il nous l'a dit, c'est le live, c'est la scène. Donc, Ouais. en tout cas, C'est merci tout beaucoup, Merci à Augustin, vous. merci Puis- Baumel. Puis Ouais, on rendez-vous invite- dans 4 ans sur le même canapé. Hein. Mais bien sûr. Mais Et grave. on reprend Même la même si- discussion. Ou Tu prendras pas la dans grosse un- tête, hein. Dans un plus gros studio. Ou dans un gros t'inquiète, studio. Le job show. Aucun de nous deux prendra la grosse tête, en tout cas. Mais ouais. Et c'est vrai. Et pour le coup, tes musiques sont enregistrées sur nos Spotify. Le Ça me fait concert plaisir, est ça. vu. On va continuer. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. en tout Essayez, cas. c'est l'adopter. Augustin. Ah, Essayez, c'est l'adopter. Mais C'est un robot cuisine en fait, le bordel. non, mais en vrai, bravo. Et même si on sait que t'aimes pas Work on Sundays, merci d'être venu aujourd'hui. Merci Augustin. Merci beaucoup.